Oui, bonjour et bienvenue sur le plateau de Phare FM, Top Chrétien et Christianisme aujourd'hui, où nous accueillons un nouvel invité au Centre évangélique de Logne. Il s'agit de Soch Rajao Bellina. C'est un jeune marié, et oui, il vient de se marier, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle nous l'accueillons aujourd'hui. En effet, il vient de sortir un bouquin un peu particulier avec une valise qui dit « Et si Dieu débarquait ?» Dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un bouquin avec une valise et un Dieu sur la couverture? Voilà, en fait, moi, mon activité principale, c'est de partager ma foi dans un langage que les personnes comprennent. Et puis, je m'adresse particulièrement aux jeunes. Et je le fais de différentes manières, par des conférences, dans le 1 à 1, on discute autour de la Bible. Et puis, un des autres outils, c'était de sortir un livre et de montrer qu'est-ce que peut faire Dieu dans une vie lorsqu'il débarque. Pour quelqu'un qui ne le connaît pas, s'il débarquait dans ma vie, qu'est-ce que ça changerait? Et puis alors, si vous écrivez un bouquin là-dessus, c'est que forcément vous avez vous-même eu Dieu qui a débarqué dans votre vie. Ça s'est passé quand? Comment? Ouais, et ben moi j'avais 17 ans lorsque j'ai compris les choses. En fait, j'avais entendu le message de la Bible parce que mes parents étaient chrétiens, mais Dieu n'avait pas débarqué dans ma vie jusque-là. Et à 17 ans, j'ai tout compris et ça a bouleversé ma vie. Je le raconte d'ailleurs un petit peu dans le livre. Ça a complètement changé ma vision du monde, mes aspirations, toute ma vie entière. Et à partir de là, j'ai toujours voulu partager ce message aux jeunes autour de moi. Et puis alors, très concrètement, pour les gens qui n'ont pas eu Dieu qui a débarqué dans sa vie, comment ça s'est passé? Parce que dans votre vie... Voilà. Alors comme j'explique dans le livre, en fait, voir Dieu débarquer dans sa vie, c'est voir Jésus débarquer dans sa vie. En fait, je parle de Jésus qui est le Dieu venu sur terre et qui rentre dans la vie des gens. Alors comment ça s'est passé pour moi? À 17 ans, j'ai compris pourquoi Jésus est venu sur cette terre et pourquoi il est mort sur la croix, pourquoi il est ressuscité. C'est des notions, lorsqu'on entend comme ça, on peut trouver ça complètement ridicule. Et moi, je ne l'avais pas trouvé ridicule, mais je n'avais pas compris jusque-là. Et un jour, j'ai vraiment compris qu'il était mort, qu'il était ressuscité et que ça devait changer ma vie, que je devais le suivre, qu'il allait transformer ma vie et que jour après jour, je pouvais avoir une relation avec lui. Et puis alors, cette relation que vous avez développée avec lui, c'est quelque chose que vous aimez partager autour de vous. Et puis dites-moi alors, les gens, quand ils vous entendent, ils vous prennent pour un extraterrestre ou ça fait écho? Comment est-ce que votre bonne nouvelle, votre témoignage est accueilli? Alors ça dépend. Et c'est pour ça que j'ai écrit le livre. En fait, je montre dans ce livre précisément que tout le monde a des aspirations au départ. Par exemple, les jeunes, ils ont une aspiration à la liberté, ils veulent être libres. Et le premier réflexe des jeunes quand ils pensent à Dieu, c'est que Dieu est un Dieu de contrainte, un Dieu d'interdit. Et j'essaye de montrer et de démontrer qu'au contraire, c'est en Dieu qu'on trouve la liberté. Alors des fois, au départ, on peut me trouver ridicule, mais justement, c'est pour ça que j'argumente, c'est pour ça que j'essaye de montrer toujours qui est Jésus, ce qu'il a fait sur terre. Et c'est après, en cheminant petit à petit, qu'on peut voir réellement les choses. Souvent, les gens, ils ridiculisent aussi ce qu'ils ne connaissent pas. Et c'est pour ça aussi que j'ai sorti ce livre, pour essayer de voir concrètement et quotidiennement ce que Dieu peut faire dans une vie. C'est pour ça qu'il y a des témoignages dedans et que je parle très concrètement aux gens de ce qu'il peut faire. Alors si vous dites il y a des témoignages, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui découvrent encore la foi? Ah bah il y en a beaucoup. Plutôt des jeunes, des moins jeunes? Des jeunes quel est un peu le profil du gars ou de la femme qui découvre sa foi aujourd'hui? Alors ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que les jeunes, ils n'ont pas eu une éducation chrétienne pour la plupart. Moi j'ai vécu dans un foyer de jeunes travailleurs avec 150 jeunes. Et lorsque je leur parlais de mon activité, ils étaient un peu interpellés. Et ils demandaient alors c'est quoi la Bible? Qu'est-ce que c'est? Et donc ils connaissaient pas. Ce qui fait qu'ils sont en cheminement, et je les rencontre et je chemine avec eux. Et aujourd'hui, on peut voir beaucoup de personnes, et notamment des jeunes qui sont beaucoup plus intéressés qu'avant par tout ce qui est spirituel, et qui sont prêts à faire des études sur la Bible, à discuter et à voir leur vie transformée. Donc, à la fin de ces livres, il y a 2 témoignages de personnes qui étaient complètement contre l'évangile, 2 jeunes, et qui ont été transformés et bouleversés par l'évangile. Alors, Soch Rajao Bellina, merci beaucoup de ces quelques explications. Et je rappelle le titre de votre livre, « Et si Dieu débarquait » aux éditions BLF Éditions. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, bienvenue à Cosette Fébricy sur le plateau de Phare FM, Top Chrétien et Christianisme aujourd'hui au Centre évangélique de Logne. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue et vous venez de sortir un ouvrage qui s'appelle « Seule et sereine » sur la vie en solo. Alors dites-nous, Cosette Fébricy, la solitude, la vie en solo, est-ce que c'est forcément une vie ratée?
Ah, certainement pas. C'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, pour encourager ceux qui vivent seuls et leur dire que la vie en solo, c'est une façon de vivre, une façon d'être où on peut vivre de façon très agréable, même si il y a des inconvénients comme tout, dans toute la vie. Voilà. Et vous dites dans votre ouvrage qu'il y a de plus en plus de personnes solobataires en France et ailleurs. Est-ce qu'il y a des raisons qui expliquent finalement qu'on soit toujours plus en solo, en route dans notre existence? Ah oui, c'est un mouvement à partir du moment où le sujet, des années 70, où le sujet a pu exister sans le groupe. Alors ce sujet, il avait en charge d'organiser lui-même sa vie, puisque le groupe ne lui donnait plus les repères qu'ils avaient auparavant. Mais c'est surtout à partir des années 80, 90, où ce mouvement va se mettre en place avec des personnes qui vivent seules à cause de la vie urbaine. Et on venait en ville, on venait seul. Et petit à petit, c'est devenu progressivement un mode de vie naturel, hein, pour ceux qui travaillent, qui ont divorcé, qui sont séparés. Enfin bref, il y a eu toute l'apparition de certain nombre de personnes qui se sont retrouvées seules par les événements, à cause des événements de la vie, mais aussi du changement de vie de la société. Et puis alors, quand on est solo, est-ce qu'il y a des moyens de vivre ça avec plus de sérénité, puisque votre ouvrage s'appelle justement Seule et sereine? Alors, la sérénité, le mot sereine veut dire qu'on peut le vivre on peut vivre le fait d'être seul avec beaucoup de richesse pour soi-même et pas seulement une grande détresse où on se sent abandonné. Oui. La sérénité vient du fait que à la fois on a choisi, on préfère d'être seul plutôt que d'avoir un mauvais lien relationnel de couple en particulier, et du coup ce désir à la limite de réussir le couple fait que on fait des choix différents, hein, dans sa façon d'être, et on a raison de pouvoir être plus regardant dans la qualité du lien puisqu'on vit plus longtemps. Hein. Le fait qu'on a un allongement de l'espérance de vie, on vit 80 ans, on a le temps de faire de longues études, d'accord, de travailler ou de vivre en lien, et ensuite on a encore du temps pour soi, même après la retraite. Du coup, le lien se vit différemment, il y a une exigence de qualité du lien qui est apparue progressivement, et puis ce choix de pouvoir plutôt de rester seul plutôt que d'être mal accompagné. Mais en même temps, cette sérénité se situe aussi, je propose dans mon livre, dans l'anticipation de l'organisation de la vie seule, parce qu'on ne peut pas compter d'emblée sur un lien de couple pour pouvoir faire les choses. Et puis, avec les moments difficiles, c'est le week-end, qu'est-ce que je vais faire, hein? Je me retrouve tout seul, donc pour avoir une certaine sérénité, il faut l'anticiper, l'organiser, comme les autres moments de nos vies, hein. Et puis, les fêtes de fin d'année, et les congés, hein, l'été en particulier. Donc tous ces moments-là qui sont donnés dans la vie d'un couple, qui semblent donnés d'emblée, hein, même s'il y a des couples qui se retrouvent tout seuls l'été avec les enfants, femmes-enfants, à cause du travail ou plein d'autres raisons. Mais quand on est tout seul, la sérénité tient du fait qu'on a choisi une préférence de qualité de lien et on organise sa vie pour qu'elle soit agréable. Mais alors quand on vit seul, est-ce qu'il y a un certain travail à faire sur soi-même pour vivre, pour bien vivre sa solitude ou sa vie solo, ou est-ce que c'est juste une question d'anticipation pratique? Alors oui, il y a un travail sur soi, parce que de toute façon, il y a une part de la solitude que je nomme la solitude existentielle, c'est-à-dire quel est le sens à ma vie, quelle est ma valeur, comment je me vois, tout ce qui concerne l'estime de soi. Personne ne peut me le donner de l'extérieur. C'est vraiment mon regard en moi-même, de moi à moi, que je dois pouvoir travailler tout seul. Et c'est vrai que c'est une base qui permet d'avoir une vie, de vivre seule et sereine. Parce que cette question-là, on a pris à bras le corps et on a tenté d'y répondre. Alors pour terminer, dites-nous, ou dites plutôt aux auditeurs qui vivent seuls, quelles sont les 2 ou 3 erreurs à ne pas commettre pour vivre de manière sereine et solo? Alors déjà, la première chose que je leur dirais, c'est de sortir de l'idée de la normalité, parce qu'on est seul. Hein. Être seul, ce n'est pas être anormal. On est seul
et on meurt seul de toute façon. Donc c'est le principe même de la vie. Hein. Déjà, hein, ne pas avoir ça. Et puis, deuxième chose que je leur dirais, c'est le moment de penser quels sont mes dons, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui me donne le sentiment d'existence. Hein. Tout ce travail des dons qu'on a, qu'on peut faire, avoir du temps pour les développer. Et puis, qu'est-ce que je leur donne comme conseil, c'est anticiper. Vraiment, anticiper l'organisation. Ce qu'ils feront dans d'autres domaines, quand ils doivent aller travailler, ils anticipent, ils s'organisent. Eh bien, pour nos temps difficiles, sinon, et puis se développer un réseau d'amitié formidable. Hein, bon, des amis à qui qu'on peut appeler, pas pour leur dire, tu sais, je vais pas bien, oh là là, tu sais, comme c'est terrible, mais pour dire, alors raconte-moi, tu sais, le dernier film que j'ai vu, la dernière chose que j'ai apprise, et on échange ensemble, on rigole, et ça permet vraiment de bien gérer ce temps seul. Cosette Fabrici, je vous remercie de nous avoir rejoints sur ce plateau et je rappelle donc la sortie de votre ouvrage « Seule et sereine » aux éditions Empreinte. Merci beaucoup. Merci.